Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de Juridico où nous allons parler du code minier. Vous savez, 3 ans après sa promulgation, quelles sont les entraves techniques qui fait à ce que ce code ne parvient toujours pas à produire des effets. Nous allons en parler avec notre habitué, notre consultant maison. Celui-là, c'est Alpha Madoukou. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous avez plusieurs casquettes. Mais il y a un problème au niveau de l'application du code minier depuis 2018. Alors, il y a certaines entraves, certaines complications liées à ça, sur le plan fiscal, sur le plan de la commercialisation, sur le plan aussi des minéraux stratégiques qui, jusque-là, il y a une problématique. Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous faites comme lecture sur le plan fiscal, ce qui entraverait à la bonne application de ce code minier? D'abord, il faut dire que le code minier de 2018 a prévu plusieurs avantages pour l'État, mais il y a quelques entraves. Il y a quelques entraves techniques sur le plan fiscal. Si vous prenez l'article 246 bis qui institue ce qu'on appelle l'impôt professionnel sur les prestations des services. Cet impôt, en réalité, frappe les rémunérations des services rendus à l'étranger par des personnes physiques ou morales non établies en République démocratique du Congo. L'objectif n'est pas un rendement, c'est-à-dire renflouer les comptes généraux des trésors, mais l'objectif, c'est évidemment permettre à l'État de décourager les opérateurs économiques évoluant dans le secteur minier de recourir aux services rendus à l'étranger parce que cela fait sortir les devises étrangères du pays. Et au-delà de la souscription des licences d'importation des services, ces entreprises payent ce qu'on appelle la redevance de suivi d'échange. Désormais, ils doivent payer 14% de cet impôt. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que l'assiette de cet impôt est très large. L'IPS, ou l'impôt sur les prestations de services. L'assiette est très large, l'assiette fiscale est très large parce que cet impôt frappe la rémunération de services de toute nature. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise, à titre d'exemple, envoie ses personnels pour suivre des formations, des renforcements des capacités à l'étranger, celle-ci devra s'acquitter de 14% des frais payés. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre cet article et d'autres dispositions du Code qui obligent aux titulaires des droits miniers de former les travailleurs congolais. Donc il y a un problème, c'est pourquoi je plaide pour certaines prestations de services comme celles liées notamment à la formation à l'étranger des personnels, que cela constitue une charge qui viendra en déduction de cet impôt. Mais il y a aussi l'impôt sur l'impôt spécial sur le plus-value des cessions d'actions. Et des parts sociales. Exactement. Une plus-value des cessions d'actions, c'est la différence positive entre le prix de cession de cette action et la valeur nette comptable. Ça, c'est trop technique. Hein, c'est-à-dire que... C'est trop technique. Ceux qui sont en train de nous suivre aimeraient bien comprendre par rapport à ça. Exactement. Simplement, c'est-à-dire que lorsque vous souscrivez au moment de la constitution du capital pour une action ou part sociale, ça dépend, les actions que vous détenez en ce moment-là ont une valeur nominale, c'est la valeur initiale. Mais au cours de la vie sociale, la société peut accumuler des bénéfices, peut accumuler des réserves. Et tout ça font en sorte que les actions soient valorisées. Si au départ, une part ou une action valait $10, avec la valorisation, une part ne vaut plus $10. Maintenant, c'est plus. C'est ça maintenant. Lorsque vous cédez maintenant la différence positive, l'État vous demande de payer cet impôt. Mais la difficulté, c'est que les entreprises pourront facilement contourner en recourant à d'autres techniques, à d'autres montages contractuels, notamment les techniques prévues par l'OHADA, ce qu'on appelle aujourd'hui des valeurs mobilières subordonnées. C'est-à-dire, une société peut émettre ce qu'on appelle un prêt obligataire. Une obligation, c'est un contrat de prêt. Au lieu d'intégrer le prêteur obligataire dans les capitales sociales, non, il va participer au résultat de l'exploitation, comme si c'était un actionnaire. Mais il n'est pas un actionnaire. Mais le risque qu'il prend, c'est qu'il est payé après tous les créanciers dans leur hiérarchie.
Donc, les entreprises pourront éviter de céder les parts, mais de recourir au montage contractuel comme la valeur mobilière subordonnée pour permettre aux prêteurs d'être rémunérés comme un actionnaire. Voilà. Et aussi, la problématique du nantissement. Les entreprises peuvent recourir facilement au nantissement. Le nantissement, c'est comme les contrats de gage, mais qui s'appliquent aux biens meubles incorporels. Les créanciers nantis pourront, en cas d'insolvabilité, faire ce qu'on appelle l'attribution judiciaire ou conventionnelle des parts. C'est-à-dire qu'il va entrer dans le capital. Là, il n'y aura pas de cession et donc cet impôt-là ne sera pas dû. Alors, en quoi la redevance minière et aussi la problématique de la détention de plusieurs titres miniers peuvent être à la base de l'entrave de l'application du code minier? Alors, la redevance minière, comme vous savez, la redevance minière, c'est une charge déductible de l'impôt professionnel sur les bénéfices. En réalité, c'est une rémunération pour les titulaires des droits miniers qui rémunèrent l'État du fait d'utiliser les gisements miniers appartenant à l'État. Il les rémunère... Il est dû exclusivement pour les titulaires des droits miniers d'exploitation. Alors, la redevance minière, le problème, c'est que la redevance minière est répartie de manière suivante. Vous avez 50% pour le pouvoir central, 25% pour la province où l'exploitation s'effectue, 15% pour les TD où l'exploitation s'effectue et 10% pour les fonds miniers aux générations futures. Mais les 15% acquises aux ETD, dans le code de 2002, l'objectif était précisé. On disait qu'on octroie 15% aux ETD pour financer leurs projets de développement économique. Mais dans le nouveau code, on a supprimé cet objectif. Donc, il y a une imprécision par rapport à ces objectifs, ce qui va pousser demain les entités territoriales décentralisées à utiliser ces 15% pour des dépenses courantes ou des dépenses administratives, alors que les 15% sont destinés aux dépenses d'investissement, aux dépenses en capital. Ce n'est pas pour financer les dépenses courantes d'une entité territoriale décentralisée. Mais le deuxième problème, c'est la prise en compte des chevauchements des titres miniers. Un seul jugement, un seul titre minier peut couvrir les gisements entre deux ou plusieurs entités territoriales décentralisées. Comment va s'effectuer le partage des 15%? L'article 40 du règlement minier dit qu'il faut tenir compte de l'ETD où est situé le centre du carré minier. Mais là, on va exclure d'autres alors qu'elle subit aussi l'impact du projet. Voilà la problématique de la redevance minière. Mais la problématique des détentions des titres successifs, ça complique le contrôle fiscal. Vous savez, notre code minier est généreux en matière de titres fiscaux. L'article 53 et 68 permettent à un seul titulaire de droits miniers de détenir 50 permis d'exploitation, 50 titres. C'est-à-dire que lorsque j'ai le permis de recherche, les avantages, le régime fiscal préférentiel qui s'applique au permis de recherche n'est pas le même que celui qui s'applique au permis d'exploitation. Alors, en combinant plusieurs titres, je peux facilement utiliser les avantages des permis de recherche pour importer, pour financer les activités de permis d'exploitation. Donc ça complique, c'est comme ça qu'il y a d'autres pays comme la Guinée qui ont limité carrément dans leur code minier, si vous lisez l'article 20 de leur code minier, le nombre de permis à détenir par un seul titulaire. Et le FMI, en 2007, a rendu un rapport sur la transparence des revenus issus des ressources pour demander aux États qui sont généreux en matière de titres miniers d'ériger ce qu'on appelle la barrière de déconsolidation. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque gisement, chaque carré minier soit porteur d'une personnalité fiscale différente. C'est-à-dire que le numéro impôt ne soit pas seulement octroyé à la société, mais à chaque carré et avec des comptabilités différentes pour qu'il n'y ait pas une compensation entre les mines déficitaires et les mines bénéficiaires et faciliter le contrôle de l'administration fiscale. Donc, voilà, outre le problème sur le plan fiscal, il y a aussi ce problème de l'exportation et la commercialisation des concentrés. On voit les cuivres ainsi que le cobalt. Ça pourrait aussi être à la base de ce retard constaté par rapport à l'application de ce code minier. Alors exactement, il faut dire que sur le plan diachronique, le code minier de 2002 n'avait pas prévu expressis verbis des dispositions
sur la commercialisation et l'exportation des concentrés de cuivre et cobalt. C'est comme ça que vous avez vu la province de Katanga à l'époque avait créé une taxe sur la voirie en 2011 et sur l'exportation des concentrés pour décourager évidemment les entreprises à exporter. Mais en 2017, il y a eu un arrêté interministériel, Mines-Finance, sur la commercialisation des produits miniers marchands. Et l'article 7, alinéa 1 de cet arrêté interministériel interdit la commercialisation et l'exportation des concentrés, des cuivres et cobalt. Mais l'alinéa 2 introduit un moratoire. Mais ça continue, hein, non? Oui, ça continue justement. Oui. Ça continue. L'alinéa 2 introduit un moratoire jusqu'à la résolution du déficit énergétique. Parce que les miniers disaient qu'il y a des problèmes de l'énergie, du courant, pour transformer sur place. Mais le code de 2018, qui réglemente la matière, l'article 108 bis, interdit la commercialisation à l'état brut des minerais. Tout minerai doit être traité et transformé sur place. Lorsque une entreprise n'a pas de moyens pour transformer sur place, elle peut conclure ce qu'on appelle le contrat de traitement à façon. Vous avez, il y a ce qu'on appelle des entités de traitement ou de transformation qui sont là, juste pour traiter et transformer au niveau local. L'exportation à l'état brut ne peut être qu'une mesure exceptionnelle accordée par arrêté interministériel Mines et Finances. Mais jusqu'à aujourd'hui, le moratoire continue. Ça continue, effectivement. Le moratoire continue, mais c'est illégal. Alors maintenant, comment il fait? Parce que l'article 340... Tout ça, c'est un autre désavantage. Exactement. Parce que si vous exportez les minerais transformés, il y a une plus-value. Il y a une valeur ajoutée. Okay. Donc sur le plan fiscal, ça a des incidences certaines. Mais l'article 342 ter des codes miniers sur les dispositions transitoires donne un délai, a donné un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du code pour permettre aux droit de se conformer. Ce délai est déjà dépassé. Voilà, expiré, oui. Et expiré, et le moratoire continue. Donc c'est ces moratoires successifs qui est beaucoup plus à la base de ce qui se passe par rapport au code. Exactement, exactement. Je crois que c'est illégal parce que tout rallongement de ces moratoires ne peut être fait que par la modification du code. Et pour modifier les codes, l'article 276 est clair, il faut respecter la garantie légale de stabilité des codes et des titres miniers. Voilà. Et il y a aussi un problème au niveau des minerais stratégiques. Hein? Par exemple, la problématique des qualifications illégales du décret du 5 novembre 2019. Alors, le problème des minerais stratégiques, lors de troisième travaux de Mining Indaba, auxquels on avait pris part. Là, c'est en quelle année? En 2019? 2019. Okay. Il a été recommandé au gouvernement de donner une définition claire et précise des minerais stratégiques, en tenant compte de ses intérêts vitaux. Mais ça aussi, il y a un problème au niveau de... Exactement, parce qu'on définit les minerais stratégiques uniquement en fonction des prix, de la conjoncture économique sur les marchés internationaux. Et là, c'est compliqué. Et c'est le Premier ministre qui doit, en vertu de l'article 7 du Code, après avis du ministre des Mines, prendre un décret, délibérer un conseil des ministres pour déclarer certains minerais comme stratégiques. Et là, on a les cobalt, on a d'autres minerais qui ont été déclarés comme minerais stratégiques. Mais le problème, c'est que l'alinéa 2 de l'article 7 du Code minier dit « L'accès à la recherche, la commercialisation et l'exportation de minerais stratégiques sont régis par des dispositions réglementaires particulières. » Et le décret de 2019, du 5 novembre 2019, portant sauvegarde des activités relatives aux substances stratégiques d'exploitation artisanale, à son article 2 et 3, qu'est-ce qu'il fait ce décret? Il dit l'accès, la recherche et la commercialisation des minerais stratégiques d'exploitation artisanale ou industrielle sont régis par les dispositions des codes. Ce qui est une violation de l'article 7 du code qui renvoie à une disposition réglementaire particulière. Donc j'espère que le Premier ministre va nous suivre ou ses conseillers pour qu'on corrige rapidement ces décrets illégaux qui violent l'article 7 du code. Et ça continue toujours, nous sommes dans l'illégalité en illégalité. Il faut certainement... Les dispositions, en fait, les minerais stratégiques ne peuvent pas être régis par le code. Ne sont pas régis par les droits communs. Alors, ils doivent trouver une réglementation particulière. Okay. Et cette réglementation n'existe pas encore.
du fait de ces décrets illégaux qui renvoient encore au code, au droit commun. Donc ça doit être corrigé rapidement. Donc il faut que le Premier ministre, il y a le Premier ministre et aussi le ministre des Mines. Le ministre des Mines, évidemment, l'initiative doit venir du ministre des Mines. Effectivement. Ouais. Alors, il y a un problème de conflit des compétences entre CEC, ARECOM, SCAM. Oui, Voilà, effectivement. Donc tout ça, ces conflits-là des compétences fait aussi à ce qu'il y ait des problèmes au niveau de l'application du code minier. Oui, évidemment, les conflits, moi je parle aussi, il y a conflit, il y a inflation institutionnelle. Inflation. En 2019, par décret, on a créé l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances stratégiques, ARECOM, en sigle. L'ARECOM, en fait, qui en réalité, c'est une bonne initiative de permettre au gouvernement congolais de contrôler l'exploitation des minerais produits au niveau local. Mais la difficulté, c'est que les attributions reconnues à l'ARECOM, ces attributions sont les mêmes aussi que celles reconnues au SAESCAM, Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle, qui a un rôle d'encadrer et d'assister l'exploitation artisanale, de manière, parce que la vision du gouvernement, c'est que nous passions de l'exploitation artisanale vers l'exploitation à petite échelle, ensuite l'exploitation industrielle. Et cette transition doit être menée par le SAESCAM. Alors il y aura conflit de compétences, qu'en même temps l'ARECOM intervient, sur la même filière, le SAESCAM aussi intervient. Et au niveau du CSC, les centres d'expertise et d'évaluation des substances précieuses et semi-précieuses, CSC en cycle, le CSC normalement certifie les minéraux, il trace et il délivre également le certificat pour les processus de Kimberley en matière d'exportation des diamants bruts et gère également d'autres mécanismes de certification de la CIRGL et des mécanismes de certification de l'OCDE si les devoirs de diligence raisonnables. Alors en même temps, le CSC va intervenir pour la traçabilité au niveau local. L'ARECOM aussi va exercer la même attribution, ce qui va déranger. Et aussi, le financement de l'ARECOM va émarger du budget de l'État. Or, il y a déjà le SAESCAM qui est financé par le budget de l'État et qui a des problèmes sérieux pour son fonctionnement. Mais permettez-moi pour finir de placer 2 mots sur la GECAMINE. Allez-y. Parce que n'oublie pas, il y a aussi la fraude minière. Hein. La fraude minière. Voilà, oui, allez-y. Oui, GECAMINE, fraude minière, je vais l'aborder au même moment. En fait, le problème de la GECAMINE aujourd'hui, le code minier a fait que le pas de porte, qui est une rémunération pour le travail d'études et de documentation des gisements soumis à la paie d'offert par la GECAMINE, les 100% des pas de porte doivent revenir à la GECAMINE. Et ces 100% sont déterminés conformément à la valeur actuelle des minéraux. Mais la GECAMINE doit évaluer ces minéraux régulièrement, selon les méthodes, les règles prévues par l'OADA, pour permettre à ce que les minéraux soient valorisés. Mais l'autre question, c'est au niveau du partenariat. J'ai pensé à un autre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de transplanter dans le secteur minier les contrats de partage de production qui existent dans le secteur des hydrocarbures, de manière à permettre à l'État congolais, à la GECAMINE, la GECAMINE détentrice de permis d'exploitation, d'être rémunérée en nature et d'être à l'abri des risques opérationnels de l'opérateur. Parce que c'est l'opérateur qui supporte le coût, comme on dit dans le secteur pétrolier, les cost oil, et il y a partage des profits oil, des profits entre l'État et entre l'investisseur et la GECAMINE. Et lorsque sur le marché les prix s'améliorent, le partage s'est fait au profit de la GECAMINE. Donc il faut réfléchir sur ce type de partenariat pour permettre à la GECAMINE et l'État congolais de se retrouver. Mais la question de la fraude minière. Si vous prenez l'article 16 du protocole de la CIRGL, est-ce que les minéraux qui sont fraudés en République démocratique du Congo soient amenés dans des territoires étrangers? Il faut que l'État congolais, justement, fasse pression pour que les autres parties contractantes qui ont signé ces protocoles additionnels respectent les obligations contenues dans ces protocoles, notamment de mettre en place des mesures législatives ou autres pour saisir les minéraux sur leur territoire, les minéraux exploités de manière illégale et les renvoyer dans les territoires sur lesquels ils ont été exploités. Et donc, je pense que le gouvernement fera œuvre utile de rappeler à ses voisins ou autres parties contractantes les dispositions pertinentes de ces protocoles de la CIRGL. Voilà, espérons que ceux qui sont en train de nous suivre, les décideurs, prendront toutes les mesures utiles pour
que ce code de 2018, le code minier, que les Congolais puissent en bénéficier. Sinon, ça sera tout simplement des mascarades, de la poudre aux yeux. Ça ne sera pas une très bonne chose. Merci beaucoup, Alpha Madoukou, de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.